Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vos familles sont en bonne santé pour cette période de confinement. Donc toujours sur Qara Dar. Donc on va continuer le cours sur la fiscalité, le chapitre 1 dédié à l'impôt sur les sociétés, donc la fiscalité des entreprises qui est concernée par l'impôt sur les sociétés. Donc la dernière fois, nous avons pu voir la première partie de ce chapitre concernant le champ d'application. Nous avons parlé des personnes concernées. Évidemment, quand on parle de personnes, on parle aussi des opérations concernées, donc l'ensemble des revenus, des produits, l'ensemble des revenus, des bénéfices et des produits acquis par les sociétés, donc la forme juridique. La fiscalité étant calquée sur les aspects juridiques, puisque, comme déjà expliqué au niveau du chapitre introductif, la fiscalité est une branche du droit, et donc tous les aspects juridiques ont leurs répercussions, ont leurs conséquences sur le traitement fiscal qui est alloué. Donc le champ d'application, nous avons évoqué les sociétés qui sont concernées par l'application, qui sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Nous allons maintenant, pour résumer cette partie, nous allons faire une petite application. Donc pour répondre à la question qui paye l'IS. Donc, nous avons bien évidemment le statut fiscal au regard de l'IS. Nous avons les sociétés, les personnes morales qui sont imposables de plein droit, donc qui sont obligatoirement imposables ou imposables de plein droit. Nous avons celles qui peuvent opter pour l'IS. Ils sont en principe imposables à l'IR, mais ils peuvent opter pour l'IS. Nous avons les sociétés qui sont exclues. On en a parlé la dernière fois. Exclues du champ d'application de l'IS. Nous avons également, enfin, des sociétés, donc des personnes morales qui bénéficient d'une exonération totale. Donc, ils ne payent rien, un IS à 0%. Et de l'autre côté, nous avons des entreprises ou des sociétés, des personnes morales qui bénéficient d'une exonération partielle ou d'un taux réduit. Donc, un taux réduit soit sur une période limitée, soit sur une période indéterminée, donc permanente, un taux réduit permanent. Donc, le premier type de société, type juridique, c'est la société anonyme. Donc, la société anonyme est concernée de plein fouet par l'application de l'IS. Donc, le plein droit. SA, c'est le plein droit. Statut fiscal au regard de l'IS, c'est plein droit. La société, la SCA, c'est la société en commandite par action. C'est une forme de société de capitaux, en commandité par action, qui est également, mais qui est en pratique suivie de manière très très rare. Donc, en pratique, généralement, on trouve soit la SARL, soit les sociétés de personnes. Donc, société commandite par action, nous avons les commanditaires et les commandités. À l'instar de ce qui se fait au niveau de la société en commandite simple, donc les commanditaires et les commandités. Donc ils sont également, c'est un régime juridique qui est similaire à la société anonyme, la société de capitaux, et donc ils sont imposables à l'IS de plein droit. La SARL, qui est une forme juridique hybride entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, sont également imposables à l'IS de plein droit parce que, comme expliqué la dernière fois, il y a une séparation entre la personne physique et la personnalité morale de la société. Les sociétés immobilières transparentes, par contre, ils sont exclus du champ d'application de l'IS et ils sont donc les personnes qui constituent cette forme de société sont imposables à l'IR. Donc les sociétés immobilières transparentes, c'est des associations de personnes qui s'associent pour réaliser un projet pour les propres besoins
des adhérents et des membres de la société. Donc, construisent, par exemple, ils achètent un terrain, ils construisent un immeuble qu'ils se partagent, soit pour l'utiliser à titre. Donc, chacun utilise sa partie pour ses besoins personnels, pour y habiter ou pour l'exploiter pour ses propres besoins. Et donc, chacun est imposable en ce qui le concerne à l'IR. Donc, en ce qui le concerne par rapport à ses revenus à l'IR. La SARL associée unique, donc le même régime juridique que la SARL, qu'il soit associé unique ou à plusieurs associés, donc plein de droits IS. Nous avons les établissements publics à caractère commercial, donc du moment qu'ils ont une activité commerciale à but lucratif et donc le traitement fiscal, donc ils sont en vertu du principe d'égalité devant l'impôt, ils sont également imposables à l'IS de plein droit. Les sociétés coopératives, pour les sociétés coopératives, il y a deux cas de figure. Donc, il y a les sociétés coopératives qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 10 millions de dirhams. Égal ou supérieur à 10 millions de dirhams, ils sont imposables de plein droit à l'IS. Par contre, les sociétés coopératives qui réalisent moins de 10 millions de chiffre d'affaires annuel, ils sont exonérés de façon totale, de façon permanente également. L'union des coopératives également, le même régime, donc plein de droits si le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10 millions de dirhams et exonération totale et permanente si le chiffre d'affaires est en deçà de 10 millions de dirhams. Les sociétés civiles, donc on a dit au début, quand on a parlé du champ d'application, on a dit que les sociétés, quel que soit leur objet, qu'ils soient civils ou commerciaux, ils sont obligatoirement imposables à l'IS et donc les sociétés civiles aussi sont imposables à l'IS, qu'ils soient à objet immobilier ou ayant un autre objet que l'objet immobilier. La société en nom collectif, donc société en nom collectif, on a également deux cas de figure. Il y a les sociétés en nom collectif dont, bien évidemment, les associés sont des personnes physiques, puisque autrement, si on a un seul associé qui est une personne morale, on sortira du champ d'application de l'IR pour intégrer le champ d'application de l'IS. Et donc, ils sont en principe, ils sont exclus du champ d'application de l'IS, mais ils peuvent opter. La loi fiscale, donc le Code général des impôts, le législateur fiscal a donné la possibilité aux sociétés en nom collectif, soit de rester dans le champ d'application de l'IR, et c'est l'associé principal qui est imposable à l'IR pour l'ensemble des bénéfices réalisés dans le cadre de la société en nom collectif. Sinon, ils peuvent opter pour l'IS, donc ils peuvent opter soit au moment de la création de la société, soit en début d'année. Donc, ils ont jusqu'à donc en cours d'exploitation, ils peuvent également opter pour l'IS. Donc, ils ont 4 mois, donc jusqu'à fin avril. Donc, à partir de la clôture dernier exercice, donc ils ont 4 mois, un délai de 4 mois pour opter, pour exprimer leur choix pour l'IS. Pardon. La société en commandite simple, la SCS, également le même régime que la SNC. La société en participation également, donc exclue, mais ils peuvent opter pour l'IS. La société de fait, elle est exclue du champ d'application de l'IS puisque c'est une société qui est une forme spéciale de société, société de personnes, et donc elle est exclue du champ d'application de l'IS, et chaque membre ou chaque associé au niveau de la société de fait, qui est juridiquement et légalement soumise à un formalisme juridique très léger, donc ils ne sont pas obligés de s'immatriculer au niveau du registre de commerce, de faire la publicité légale, et tous les actes réalisés dans le cadre de cette société engagent bien évidemment les associés de cette société, et chaque associé impose son revenu
sur sa déclaration du revenu global à l'IR. La société d'assurance, bien évidemment, c'est une société qui est imposable de plein droit à l'IS. Les sociétés artisanales récemment créées, donc ils bénéficient d'un taux réduit pendant les 5 premières années, et à partir de la 6e année, ils tombent dans le régime de droit commun, et donc ils deviennent obligatoirement imposables à l'IS au taux du droit commun. La Fondation Mohamed V de Solidarité étant une association à but non lucratif, donc il bénéficie de l'exonération totale au titre de ses activités à but non lucratif. L'OCP, donc l'Office chérifien des phosphates, plein droit, bien évidemment, c'est un office, c'est un organisme public, mais son activité étant commerciale, ayant un but lucratif, le gain, donc réaliser des profits, c'est un organisme qui est imposable à l'IS. Les établissements de crédit, les banques, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les banques, les sociétés de crédit, etc. sont imposables à l'IS de plein droit. Les établissements d'enseignement récemment créés, donc les établissements d'enseignement récemment créés, ils ont le même traitement que les sociétés artisanales et donc ils ont un taux réduit pendant les 5 premières années de 17,5% maximum. Et à partir de la 6e année, ils sont imposables au taux du barème normal de l'IS. Association au but non lucratif, donc le but étant n'est pas de réaliser des profits, donc exonération totale et permanente. Les communes urbaines, ce sont des organismes publics, ils sont exclus du champ d'application de l'IS puisqu'ils ont un objet, une activité d'intérêt général qui est de servir les citoyens et n'ayant pas d'activité à but lucratif. Banque Maghreb étant l'institution tutelle de toutes les banques, il est imposable à l'IS de plein droit. Donc ils ont même un taux, ils sont imposables à un taux plus élevé que le taux normal, 37,5%, au même titre que les banques et les établissements de crédit et les sociétés d'assurance. Les sociétés étrangères opérant au Maroc, donc au niveau, donc comme expliqué au niveau du commencement de ce chapitre, donc nous avons dit que les sociétés, quel que soit le lieu de situation de leur siège, qu'ils soient au Maroc ou à l'étranger, ils sont imposables pour les activités réalisées au Maroc. Bien évidemment, sous réserve de l'application des conventions fiscales de non-double imposition. La Bourse des valeurs de Casablanca étant une entité ayant pour activité de réaliser des profits, donc il facture des commissions et perçoit des revenus au titre de son activité, et bien évidemment, ils sont imposables à l'IS. La Caisse nationale de crédit agricole, c'est une banque, et donc ils sont imposables plein droit à l'IS. Agence urbaine pour les études, agence urbaine, c'est des établissements publics. Ils sont soumis à la tutelle du ministère de l'Intérieur, mais pour la partie commerciale, pour les études, ils réalisent des études pour les entreprises et pour les citoyens. Et donc, pour cette partie-là, ils sont imposables à l'IS. Par contre, pour l'autre activité qui est liée aux autorisations et aux activités d'intérêt général, ils ne sont pas imposables à l'IS. Donc, vous pouvez toujours réagir à ce cours en formulant vos questions, posant vos questions sur la page Facebook de Qara Iftar. Et donc, à la fin de cette présentation, je vais réserver quelques minutes. Éventuellement, s'il y a des questions, on pourrait en parler. Deuxième partie de ce chapitre, donc partie très importante,
qui est, donc après avoir défini le champ d'application, les personnes, les opérations et le territoire concerné, nous allons maintenant, excusez-moi, nous allons maintenant parler de la base imposable. Donc, quelle est la base imposable à l'IS? Ou ce qu'on appelle fiscalement, dans le langage fiscal, l'assiette, la matière imposable. Donc, pour définir cette assiette, cette matière imposable, nous avons besoin de définir la matière imposable, donc à l'IS qui est le résultat fiscal, les produits imposables, les charges déductibles, puisqu'un résultat, c'est comptablement parlant, c'est un résultat, c'est les produits moins les charges. Et donc, résultat fiscal, c'est les produits imposables moins les charges déductibles. Nous allons aussi parler des charges non déductibles, parce qu'il y a les charges déductibles, donc charges qu'on peut déduire du résultat fiscal, et il y a aussi les charges non déductibles, donc que la loi fiscale limite la déduction de certaines charges, soit à un plafond, soit elle les exclut carrément de la déduction du résultat fiscal. Et à la fin, nous allons aussi évoquer la notion très importante du report déficit. Donc, comme vous le savez, le résultat comptable, il est égal au produit moins les charges. Donc, produit comptabilisé moins les charges comptabilisées. Par contre, le résultat fiscal, il est égal au produit imposable moins les charges déductibles. Donc, on va partir du résultat comptable, on va le corriger, on va l'adapter aux règles fiscales, puisque, comme vous le savez, la comptabilité et la fiscalité n'ont pas la même vision. Ils ont deux visions différentes. La comptabilité, c'est de traduire les opérations réalisées par une entreprise ou par un commerçant, dans le sens global du terme. Et la fiscalité a pour objectif de définir l'impôt à payer par le contribuable, et donc il n'a pas la même vision que celle suivie par la comptabilité. Donc la fiscalité impose certaines règles, certaines restrictions à la déduction des charges, et rarement, donc pour les produits, il y a très peu de cas où les produits deviennent non imposables. Par contre, les charges, il y a beaucoup de restrictions sur les charges pour limiter, pour augmenter et pour avoir un résultat maximum, et donc pour maximiser les recettes fiscales pour le trésor. Donc, vous voyez ici un schéma qui traduit la différence entre le résultat fiscal et le résultat comptable. C'est très important de savoir distinguer entre le résultat comptable et le résultat fiscal. Notre objectif pour la base imposable, c'est de commencer par le résultat comptable pour aller vers le calcul de résultat fiscal. Donc notre point de départ, c'est le résultat comptable, et notre point d'arrivée, c'est le résultat fiscal. Donc, résultat comptable, c'est bien évidemment, donc, à titre de rappel, c'est les produits comptabilisés moins les charges comptabilisées. Donc, on le calcule à travers le compte de produits charges, qui est le deuxième état financier prévu par la réglementation comptable, après le bilan. Le résultat fiscal, par contre, on a le résultat comptable, on corrige les charges en les réintégrant, c'est-à-dire les charges non déductibles, il faut les annuler et donc il faut les réintégrer, les rajouter, puisque le résultat comptable, c'est les produits moins les charges. Et donc, pour annuler des charges, il faut les réintégrer, les rajouter. Il faut les ajouter ou les rajouter. Et par contre, les produits, puisqu'ils sont dans le résultat comptable, donc pour exclure les produits qui ne sont pas imposables, il faut les déduire. Donc, pour les charges, on parle de réintégration, de manière générale, parce qu'il y a aussi d'autres cas où on peut parler aussi de réintégration de certains produits. Et nous avons aussi certains cas spécifiques où nous pouvons aussi évoquer la déduction des charges, la déduction de certaines charges pour pouvoir les intégrer au niveau de calcul du résultat fiscal. Donc,
pour ne pas, pour que vous ne perdiez pas, donc généralement on parle pour les charges non déductibles, on parle de réintégration, donc il faut les rajouter pour les annuler. Et pour les produits, on parle de déduction. Il faut les déduire, les déduire pour ne pas les imposer, parce que la loi fiscale, le Code général des impôts, prévoit leur exclusion de la taxation. Donc on continue. Si vous avez, donc, je rappelle que vous pouvez poser les questions ou m'interpeller sur les aspects qui vous paraissent pas totalement clairs. Donc je peux, donc à la fin de cette séance, je pourrai vous donner tous les éclaircissements nécessaires. Bien évidemment, vous pouvez aussi réagir par rapport au contenu de cette présentation de manière générale et par rapport au point à éventuellement qui devrait être réintégré ou clarifié davantage sur cette présentation. Donc, de manière générale, le résultat, la base imposable à l'IS, donc la base sur laquelle on calcule l'IS, c'est le résultat fiscal net, base de l'IS. Résultat fiscal net, c'est quoi? C'est un résultat fiscal brut, qu'on parle du brut pour aller vers le net. Donc, résultat fiscal brut moins déficit des 4 derniers exercices. Donc, la loi fiscale prévoit, pour encourager les entreprises et pour un petit peu, pour permettre aux entreprises qui ont réalisé des déficits de pouvoir déduire ces déficits sur les résultats bénéfices des exercices suivants. Donc, il a prévu cette possibilité de les imputer sur le résultat fiscal bénéficiaire des exercices suivants. Donc, on verra cet aspect-là de manière détaillée par la suite, donc plus tard. Résultat fiscal brut, c'est résultat comptable avant impôt. Donc, résultat calculé à travers le compte de produits charges avant impôt, puisque notre objectif, c'est de calculer le résultat fiscal et donc, in fine, de pouvoir calculer l'impôt sur les sociétés, yes. Donc à la fin, on arrive à la phase où nous avons des produits imposables fiscalement et des charges déductibles fiscalement. Donc on corrige, on fait une opération entre parenthèses de nettoyage, on nettoie le résultat comptable en réintégrant les charges non déductibles et en déduisant les produits non imposables pour arriver à la fin à avoir une assiette, une base qui ne contienne que les produits réellement imposables et les charges fiscalement déductibles. Donc, ce que vous voyez ici sur la diapo, donc la formule que vous avez, on peut imaginer ou entrevoir le résultat fiscal net de plusieurs manières, soit à travers le résultat comptable avant impôt, donc réintégrer les charges plus les réintégrations moins les déductions, soit à travers les produits et les charges. Donc on prendra tous les produits, on prendra toutes les charges et on va déduire les produits non imposables pour n'avoir à la fin que les produits réellement imposables. Et on va aussi nettoyer et corriger les charges pour avoir in fine que les charges déductibles fiscalement. Donc par rapport aux produits imposables, donc maintenant, puisque nous avons sur la formule, nous avons dit que le résultat fiscal base de l'IS, c'est le résultat comptable moins déduction plus réintégration, égale également produit imposable moins les charges déductibles. Nous allons maintenant parler des produits imposables. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi fiscale a prévu la taxation de tous les produits réalisés par une société. Tous les produits réalisés par une société, qu'ils soient d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. Donc, tous les produits sont imposables à l'IS. Donc, en matière de produits, on a très peu de travail à faire pour arriver
à avoir les produits imposables. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc premièrement, tous les produits sont concernés, sont imposables, et deuxièmement, la loi fiscale a prévu la déduction, donc de manière générale, parce qu'il y a d'autres détails, d'autres cas spécifiques. Donc, nous n'aurons pas le temps d'en parler, mais cela concerne la fiscalité approfondie, donc de certains produits et certains produits qui peuvent être aussi déduits pour les exclure de la base imposable AIS. Mais donc je vous propose de nous contenter uniquement de la correction liée aux dividendes et autres produits de participation. Donc il faut exclure, il faut déduire produits. Quand on parle de produits, on parle de déduction, et il faut déduire les dividendes. Il faut déduire les dividendes et les autres produits de participation, parce qu'ils bénéficient d'un abattement 100%. Pourquoi? La raison pour laquelle ils bénéficient de cet abattement, parce que ces dividendes ont déjà supporté l'IS au niveau de la société qui les a distribués. Donc ici, nous avons une société pour laquelle nous devrons calculer le résultat fiscal et partant l'IS. En cours d'année, en cours d'exercice, fiscalement on parle d'exercice, on ne parle pas d'année, l'exercice qui peut être soit un exercice normal, soit un exercice sur deux années, et donc on parle d'un exercice à cheval. Pardon. Donc, comme je l'ai dit, la raison pour laquelle on a exclu ces dividendes de l'imposition à l'IS, c'est parce que ces dividendes ont déjà supporté l'IS au niveau de la société qui les a distribués. Donc, pour éviter la double imposition, c'est pas logique, et même c'est un principe fiscal qui est immuable, c'est le fait que un même revenu ne peut pas supporter le même type d'impôt deux fois ou doublement. Donc, les dividendes ont déjà supporté l'IS au niveau de la société qui les a distribués. Donc, et ici, nous avons la société qui les a reçus. On traite l'IS au niveau de la société qui les a reçus. Donc, la société qui les a reçus doit les exclure parce qu'ils ont déjà supporté l'IS au niveau de la société distributrice. À l'inverse, donc ils ont supporté l'IS au niveau de la société distributrice, mais quand la société pour laquelle on voudrait calculer l'IS va distribuer des dividendes à ses associés, ils vont payer l'IR sur ces dividendes. Donc les dividendes, ils subissent l'IS au niveau de la société distributrice et ils subissent l'IR au niveau de la société qui les a reçus. Et ils ne peuvent, en aucun cas, ils ne peuvent jamais subir l'IS deux fois, ou subir l'IR doublement. Donc, ceci étant expliqué, donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour les produits, on exclut uniquement les dividendes et les autres produits de participation que la société a reçus de sa filiale ou de la société dans laquelle elle détient une participation. Les charges déductibles, par contre, impliquent plusieurs corrections. Parce que le législateur fiscal, son objectif, c'est de maximiser le résultat fiscal pour avoir le maximum de recettes fiscales. Et donc, il a prévu beaucoup de restrictions au niveau des charges. On va les détailler une à une. Donc, les charges déductibles, c'est toutes les charges d'exploitation financière et non courantes. Tout ce que nous avons au niveau du compte de produits et charges. Donc, la classe comptable 61 pour les charges d'exploitation, la classe comptable 63 pour les charges financières et la classe comptable 65 pour les charges non courantes ou exceptionnelles. Bien évidemment, il faut respecter un certain nombre de conditions de fond et de forme. On va les détailler tout à l'heure. On va voir les cas spécifiques prévus par l'article 10 du Code général des impôts. Donc, le cas des dons, le cas des dotations aux amortissements, le cas des dotations aux provisions et également tout ce qui se rapporte aux intérêts servis sur les comptes courants d'associés.
Donc, les charges déductibles, c'est toutes les charges moins les charges non déductibles. Donc, toutes les charges qui respectent des conditions de fond et de forme qu'on va expliquer tout de suite. Et donc, en déduisant les charges non déductibles, parce qu'il y a des charges non déductibles prévues par l'article 11 du Code général des impôts. Donc, annoncé, donc, les charges déductibles, il faut qu'ils respectent un certain nombre de conditions de fond et un certain nombre de conditions de forme. Pour les conditions de fond, bien évidemment, le premier principe, c'est le principe de la causalité. Causalité, c'est-à-dire la charge ne peut être déductible et donc ne peut être acceptée fiscalement et ne peut être maintenue dans le résultat que s'il se rattache à la gestion de la société. Ou si, autrement dit, s'il a été exposé dans l'intérêt d'exploitation. Donc, toute charge doit être engagée dans l'intérêt de l'exploitation. Et donc, il doit entraîner comme conséquence directe des produits pour cette société. Donc, il faut exclure toutes les charges qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Donc, les charges, par exemple, les charges engagées dans l'intérêt des associés, du directeur général, du président de la société, ou dans l'intérêt d'un autre tiers qui a une relation avec les associés ou la direction de la société, ne sont pas acceptées fiscalement et donc ils doivent être réintégrés. Réintégration des charges. Rappelez-vous, principe réintégration des charges. Deuxième condition de fond, c'est la condition qu'on peut appeler incidence. C'est-à-dire que l'achat doit entraîner forcément une diminution de l'actif net. Donc, par définition, une charge, c'est un élément qui se traduit par une diminution de l'actif net, c'est-à-dire diminution du patrimoine. Tout produit entraîne une augmentation de l'actif net. Et toute charge entraîne une diminution de l'actif net. Donc, un exemple qu'on peut évoquer pour les éléments qui n'entraînent pas une diminution de l'actif, c'est les placements. On verra après pour les primes d'assurance. Il y a certains cas où ils sont considérés comme un placement et donc ils n'entraînent pas une diminution de l'actif net. Au contraire, ils augmentent les immobilisations et donc ils augmentent le patrimoine de la société. Par rapport aux conditions de forme, bien évidemment, il faut que la charge soit constatée en comptabilité, donc principe lié à la comptabilisation. Donc une charge qui n'est pas comptabilisée ne peut pas être déduite fiscalement ou de manière extra-comptable. C'est le cas par exemple des amortissements, on va évoquer tout à l'heure le cas des amortissements. Les amortissements qui ne sont pas comptabilisés ne peuvent pas être déduites de manière extra-comptable au niveau du tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Il faut que la charge soit rattachée à l'exercice concerné, donc principe de rattachement, séparation des exercices, de cut-off, qui est un principe important, principe comptable important. Donc la fiscalité puise ses règles de la comptabilité tout en ajoutant une touche qui lui est propre. Correspondre à une dépense effective et être appuyé de pièces justificatives probantes ou réalité, il faut que la dépense soit effective, c'est-à-dire réelle, pas une dépense fictive, et matérialisée, justifiée par une pièce probante, une pièce justificative probante, une facture ou une pièce justificative probante qui respecte toutes les règles prévues par la réglementation fiscale en vigueur. Donc, une facture, il doit indiquer bien évidemment la date, le client, le fournisseur, les mentions légales du client et aujourd'hui aussi l'ICE du client et du fournisseur, les mentions légales liées à l'identifiant fiscal, la taxe professionnelle, le registre de commerce, la CNSS,
la quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe, le montant TVA et le montant TTC. Évidemment. Nous avons donc pour le principe de rattachement des charges à l'exercice, nous avons des situations de figure qu'on peut retrouver en pratique, on retrouve généralement en pratique. Donc vous avez le premier cas, c'est les charges engagées et payées au cours de l'exercice. Engagées et payées. En matière comptable, le principe, c'est l'engagement. Le fait générateur de la comptabilisation d'une charge est l'engagement et non pas le paiement. Le paiement, on n'est pas dans une comptabilité de caisse, on est dans une comptabilité d'engagement. Quand vous engagez une charge, vous la passez. Quand bien même vous n'avez pas la facture ou la pièce justificative, vous l'attendez, vous pouvez, comptablement parlant, vous pouvez passer la charge, la comptabiliser en charge, en contrepartie du compte de fournisseur facture non parvenu. Donc, rappelez-vous bien, ce qu'il faut retenir, c'est que matière comptable, matière fiscale, le principe général, c'est l'engagement de la charge. La charge est déductible au niveau de l'exercice de son engagement et non pas au niveau de l'exercice de son paiement. Donc, premier cas de figure, charges engagées et payées au cours de l'exercice. Donc, on a engagé des charges, et on les a payées au cours de l'exercice. Ils sont déductibles, donc c'est le cas puisqu'ils sont engagés au cours de l'exercice, donc ils sont déductibles au titre de cet exercice. L'achat, donc nous avons l'achat du mois de novembre. Achat du mois de novembre, comptabilité. Donc j'essaie de temps en temps de voir si la présentation est visiblement claire, donc de manière à éventuellement faire les ajustements nécessaires. Donc je vois que la présentation est claire. J'espère aussi que le son vous parvient en qualité acceptable. Donc pour le premier cas de figure, donc l'exemple d'un achat du mois de novembre comptabilisé le 30 du mois et payé le 2 décembre. Cet achat est déductible au titre de l'exercice N. Donc engagé au cours de l'exercice N et donc déductible au niveau d'exercice N. Charge engagée au cours de l'exercice N mais restant à payer. Donc, on a dit que le fait générateur de la comptabilisation et de la déductibilité fiscale, c'est l'engagement. Et donc, il a été engagé au niveau de l'exercice N et par conséquent, il est déductible au titre de cet exercice. L'entreprise estime, donc un exemple, estime à 2000 dirhams sa consommation d'électricité du mois de décembre qui sera facturée en janvier N plus 1. L'électricité, l'eau, télécom, les frais de télécommunication qui sont généralement donc engagés au cours d'un mois et facturés soit au début du mois même, soit au début du mois suivant. Généralement, c'est le cas de décembre. Donc décembre, on a la consommation, donc on comptabilise la consommation à la charge en contrepartie du compte facture non parvenu et cette charge est déductible puisqu'il concerne l'exercice N. Il a été engagé, consommé au cours de l'exercice N. Charge payée, troisième cas de figure, charge payée mais concernant l'exercice suivant. Payée au cours de N, mais l'engagement concerne l'exercice N plus 1. Donc, ils ne sont pas déductibles au niveau de l'exercice N, ils le sont au niveau de l'exercice N plus 1. Donc, la situation pratique, c'est les loyers de l'exercice N plus 1 payés d'avance. C'est un cas fréquent. Le loyer de l'exercice N plus 1, le loyer de l'exercice 2020 qui ont été payés en fin de l'exercice N. Donc, cette charge, elle est comptabilisée au cours de l'exercice N, mais elle est régularisée par le compte charge constaté d'avance en fin d'année, donc les écritures de régularisation de fin d'année. Et donc, cette charge n'est pas déductible au cours de N, mais elle est au niveau de l'exercice N plus 1. Les charges, quatrième cas de figure, les charges engagées concernant les exercices ultérieurs, charges à répartir, c'est des charges immobilisées. Par exemple, des frais importants de publicité qui devront profiter à plusieurs exercices. Donc, par décision de gestion, on les met dans un compte de charges à répartir au niveau des immobilisations en non-valeur.
classe 2. Fiscalement parlant, donc on a soit là, on a deux possibilités, soit les mettre en charge et les déduire, soit que les dirigeants estiment qu'il faut les étaler. Et donc on les étale sur 5 ans et la dotation d'amortissement est correspondante et déductible fiscalement. Ensuite, donc on va continuer. Nous allons parler des cas particuliers de charge, certains cas particuliers de charge qu'il faut traiter avec beaucoup d'attention. Le premier cas particulier de charge, c'est les primes d'assurance vie. L'assurance vie, c'est une assurance contractée, qui peut être contractée soit par les personnes physiques, soit par les sociétés personnes morales, sur la tête de personnes physiques, pour diverses raisons. Donc, en cas de décès, en cas d'invalidité de la personne assurée, les ayants droit, pour le cas d'une société de personnes physiques, les ayants droit encaissent le produit de cette assurance, le capital de cette assurance plus les intérêts évidemment. C'est le même cas aussi pour une société qui peut assurer aussi bien ses dirigeants ou certains de ses collaborateurs. Donc nous avons deux cas de figure. Nous avons l'assurance vie contractée par une société sur la tête de ses dirigeants pour couvrir le risque de la perte d'un de ses dirigeants clés ou du fondateur. Et donc, dans ce cas-là, la loi fiscale considère cette charge, cet élément comme un placement. Et donc, il faut le passer ces primes devront être passées en immobilisation financière et par conséquent, elles ne sont pas déductibles. Ne sont pas déductibles, ne sont pas déductibles. Donc, lors du versement de la prime n'est pas déductible. Il faut la passer en placement et donc en immobilisation financière. Et à l'échéance du contrat, la société va recevoir le capital avec le bonus et donc il peut, à ce moment-là, il peut déduire la totalité des primes versées. Il ne payera l'IS que sur la plus-value réalisée. Deuxième cas de figure, c'est les sociétés qui décident de faire profiter une catégorie de leur personnel ou l'ensemble de leur personnel, généralement une catégorie de leur personnel, de ces assurances vie. Donc c'est considéré comme un complément de salaire, donc un bonus, un avantage en nature qui est accordé par cette société à certains de ses collaborateurs. Et dans ce cas-là, donc complément de salaire, les salaires sont, du moment que les salaires sont déductibles, et donc ces primes sont déductibles pour le calcul de l'IS. Donc le tableau vous explique les deux cas de figure lors du versement de la prime et à l'échéance du contrat. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que quand le contrat concerne les dirigeants, c'est considéré comme un placement et donc la prime n'est pas déductible, il faut la réintégrer. Et à l'échéance du contrat ou au décès de l'assuré, en pratique, on retrouve aussi des contrats d'assurance vie avec une échéance. Donc, si le dirigeant dépasse un certain âge, donc le capital, la compagnie d'assurance va verser un capital avec le bonus à la société. Et le deuxième cas de figure, quand cette assurance est dédiée aux collaborateurs, donc c'est considéré comme un complément de salaire, donc déductible lors du versement et au moment de l'encaissement du capital par la société ou par les collaborateurs. Donc le produit de cette assurance sera à ce moment-là, de manière logique, sera imposable à l'impôt.
Donc, deuxième cas particulier de charge. Deuxième cas particulier de charge, c'est les provisions. Les provisions, généralement, font l'objet de beaucoup de débats, beaucoup de litiges entre l'administration fiscale et les sociétés, les contribuables de manière générale, les entreprises de manière générale. Donc, les provisions, ils sont soumis à des conditions strictes de fond et à des conditions également strictes de forme. Donc, une provision, généralement, elle couvre soit une dépréciation, soit un risque ou une charge déductible. Donc, il faut que la matière ou l'objet de cette provision soit déductible pour que la provision soit déductible. Il faut qu'il se couvre une dépréciation, un risque ou une charge déductible. Donc, puisque les provisions est un élément d'estimation qui relève de l'estimation des organes dirigeants de la direction générale de manière générale, et donc, quand on parle d'estimation, donc, il y a, à ce niveau-là, il y a beaucoup de risques. Donc, le fisc essaye toujours de limiter la déduction des provisions parce qu'il sait que c'est un élément d'estimation et donc ça pourrait être éventuellement l'objet d'abus de la part des dirigeants des entreprises. C'est pour ça que ces provisions sont soumises à des conditions draconiennes. Donc, couvrir une dépréciation, un risque ou une charge déductible. On peut constituer des provisions pour dépréciation des clients. On peut constituer des provisions pour dépréciation en estimant le risque, donc à la fin d'année, ou entre la fin d'année, la clôture de l'exercice et la date d'arrêté des états financiers. On peut aussi constituer des provisions lorsqu'il y a des événements qui arrivent, qui surviennent entre le moment de la clôture et le moment de l'arrêté, qui poussent les dirigeants à constituer des provisions pour se conformer au principe comptable de prudence. Donc, dépréciation, client, stock, dépréciation, déplacement aussi, des titres de participation. Bien évidemment, il faut argumenter et justifier cette dépréciation par rapport aux événements que la société subit. Un risque, donc risque de litige, risque par exemple provision pour impôt. La société elle a été contrôlée par l'administration fiscale et il estime que le risque lié au redressement que l'administration fiscale pourrait lui notifier s'élèverait à un montant, donc il pourrait constituer une provision pour couvrir ce risque. Une charge aussi, donc on peut constituer une provision pour charge, pour des travaux par exemple à engager, un travaux important à engager, pour une charge d'impôt, etc. Donc, il faut bien argumenter. Il faut aussi que le risque ou la charge soit précisé, bien précisé. On ne peut pas constituer une provision de manière forfaitaire. Il faut bien, donc pour les clients par exemple, il faut avoir un dossier par client, dossier bien argumenté avec toutes les lettres de mise en demeure et toute la procédure engagée pour recouvrer ses créances. Et il faut bien aussi que des événements ont dû survenir au cours de l'exercice ou entre le moment de clôture et la date d'arrêté et qui font que il y a un risque ou une dépréciation que la société devrait couvrir par une provision. Et à ce moment-là, il pourra bien évidemment constituer une provision pour dépréciation pour le risque ou la charge probable à couvrir. Ensuite, donc pour les conditions de fonds, bien évidemment, première condition qui concerne toutes les charges de comptabilisation, il faut que la provision soit comptabilisée. Il faut qu'il figure aussi dans les annexes de la déclaration fiscale. Il y a un tableau qui
qui est récapitule les provisions constituées au cours de l'exercice qui devraient être remplies au moment de la déclaration fiscale. Donc, je vais me limiter à ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie ou des commentaires à traiter. Donc, bon, bonjour. Bonjour. Merci. Donc, il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, n'hésitez pas. Donc, je continuerai à consulter la page dédiée à cette présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, m'interpeller sur tous les aspects qui vous paraissent importants à clarifier. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre troisième séance. Donc, on va essayer de terminer la partie du cours liée à l'IS. Et bien évidemment, nous aurons aussi l'occasion